bienvenue à votre webinaire Global Vite Chio, comprendre les bases d'une belle relation. Je me présente Stéphanie, technicienne en santé animale, spécialisée en comportement et responsable du volet comportement chez Global Vite. Ça me fait grand plaisir de prendre un moment aujourd'hui pour vous présenter cette conférence et je vous souhaite sincèrement de développer une belle relation avec votre animal. Ce qu'on va voir ensemble dans le cadre de cette présentation, d'abord l'apprentissage canin, donc comment un chien apprend. Par la suite, la gestion de son environnement physique, celle de son environnement social et finalement les grands principes d'éducation. Je vous invite également à visiter le site web pour avoir des compléments d'informations sur tout ce qu'on va avoir vu dans le cadre de cette présentation. Donc pour commencer, l'apprentissage canin. Il existe différents types d'apprentissage. Ce qu'on va regarder ensemble aujourd'hui, c'est l'apprentissage par motivation et l'apprentissage par essai-erreur. Pour ce qui est de l'apprentissage par motivation, l'animal peut être motivé à recevoir quelque chose ou être motivé à éviter quelque chose. Donc, lorsqu'on parle de motivation à recevoir, évidemment, on parle de motivation à recevoir quelque chose de positif. Et lorsqu'on parle de motivation à éviter, on parle d'éviter quelque chose de négatif. Dépendamment de la motivation qu'on veut utiliser, on peut arriver sensiblement au même résultat au niveau du comportement. Par exemple, si je veux apprendre à mon chien à s'asseoir, je peux lui apprendre en appuyant sur ses fesses. Il va devoir éviter, il va apprendre à s'asseoir en évitant la pression que je vais mettre sur ses fesses. L'autre option, ce serait de lui apprendre à s'asseoir avec une gâterie. Donc, je vais leurrer l'animal pour l'amener à adopter la position en levant son nez vers le ciel. L'animal va donc être motivé à obtenir la gâterie. Donc, au final, je vais avoir le comportement de s'asseoir, mais les grandes différences qui sont à noter, en fait, c'est le chemin parcouru et l'état émotionnel de l'animal lors de son apprentissage. C'est donc sa motivation à apprendre et également son envie d'offrir ces comportements-là qu'il va avoir appris à long terme. Pour vous permettre de mieux comprendre, je vais vous donner un exemple en fait avec vous. Si je vous dis que quelque part dans ma cour, je le sais qu'il y a 1 million de dollars d'enfouis sous terre. Et je vous dis, venez creuser dans ma cour, si vous trouvez le million, je vous partage la moitié. Vous allez creuser longtemps, très fort, avec beaucoup de motivation parce que vous voulez avoir le demi-million. Si je vous dis la même chose, mais je vous dis qu'à ce moment-là, si vous ne creusez pas, bien, à ce moment-là, je vous fouette. Donc là, vous allez creuser un gros minimum et si je pars prendre un café, là, vous allez vous sauver en courant. On s'entend que le comportement creusé est le même, mais définitivement, l'état émotionnel dans lequel vous êtes à ce moment-là est drôlement pas le même. Ce qu'on veut, comme j'ai parlé un petit peu plus tôt, c'est une belle relation, une relation qui est positive avec notre animal de compagnie. Donc, évidemment, on va favoriser l'apprentissage par motivation à recevoir. Autre point important en lien avec ça, c'est de se demander, bien, qu'est-ce que je peux utiliser comme motivateur avec mon animal? En fait, ça va dépendre de votre chien. Ça va dépendre de ses goûts et de ses préférences. Tous les chiens n'aiment pas les mêmes choses. Vous allez apprendre à le connaître si ce n'est déjà fait et donc savoir qu'est-ce qu'il préfère. Et vous allez adapter le motivateur, en fait, en fonction du niveau de difficulté. Ce que je veux dire, c'est plus l'apprentissage est difficile pour l'animal, plus le motivateur doit être grand. Ce qui m'amène à vous demander à faire le budget de l'animal. Donc, par exemple, mon chien, il aime ses croquettes de nourriture habituelles. C'est dans le bas de l'échelle. Il aime ça, mais ça ne vaut pas 1 million de dollars. Par la suite, il aime bien sa balle. C'est un petit peu plus haut dans l'échelle. Et ce dont il raffole, c'est les gâteries. Et là, ça score très fort dans l'échelle. Donc, dépendamment de ce que je vais vouloir lui apprendre, je vais aller piger dans mon budget et avoir des grands motivateurs pour les choses qui sont très difficiles. Maintenant, on va regarder l'apprentissage par essai-erreur. Pour le bien le comprendre, en fait, il y a une chaîne que l'animal va suivre qui va l'amener à répéter au nom des comportements. Donc, il y a un signal qui amène l'animal à adopter un comportement. Si la conséquence est agréable versus désagréable, c'est là où l'apprentissage va se faire différemment. Donc, si la conséquence est agréable, il y a beaucoup de chances que l'animal répète le comportement. Versus, si la conséquence est désagréable, il y a bien peu de chances que l'animal ait envie de répéter le comportement. On va regarder ensemble 2 exemples pour vous permettre de bien comprendre ce principe-là. Le premier, vous faites cuire un poulet et vous le sortez, vous le mettez sur le comptoir. Signal, ça sent la nourriture. Comportement, l'animal saute sur le comptoir. D'une part, la conséquence est il mange le poulet. Évidemment, c'est plutôt agréable pour lui. Et donc, il y a beaucoup de chances qu'il répète ce même comportement-là au moment où il va réavoir un signal d'odeur de nourriture sur le comptoir.
Si par contre, pour le même signal, le même comportement, la conséquence est la suivante, l'animal accroche un objet, ça lui tombe sur la tête, ça fait du bruit, ça lui fait peur. La prochaine fois que ça sent la nourriture sur le comptoir, il y a bien peu de chances que l'animal répète le comportement parce que la conséquence qu'il a obtenue lors de son expérience n'était pas agréable. Deuxième exemple, signale la vue de quelqu'un, comportement sauter sur les jambes. Si ce n'est déjà arrivé, ça risque de vous arriver éventuellement avec l'animal. Donc, si la première conséquence, je le flatte, bien, nécessairement, pour l'animal, c'est agréable, c'est ce qu'il voulait, et donc, il va répéter ce comportement-là. Si toutefois, la conséquence est différente, il ne se passe rien. Donc, il ne se fait pas flatter, il ne reçoit pas non plus une conséquence très négative, c'est juste neutre, bien nécessairement, et ça va diminuer la répétition parce qu'il n'obtient rien de positif. Ce qu'on peut donc retenir de ça, c'est que lorsqu'il y a une conséquence qui est agréable, qui est ajoutée, il y a beaucoup de chances que l'animal répète le comportement. Versus s'il y a une conséquence qui est désagréable, qu'on ajoute quelque chose de désagréable, ou du moins qu'il n'y a rien de positif, on a beaucoup de chances de diminuer la répétition du comportement. Et là, même à distance, je vous entends vous poser la question, OK, bien pourquoi je n'utiliserais pas de correction physique ou verbale dans ce cas-là? Parce que si j'ajoute ça, je vais diminuer la répétition du comportement, n'est-ce pas? Eh bien, la réponse est la suivante. Parce que l'ajout de quelque chose de désagréable est très différent que le fait de retirer simplement quelque chose d'agréable, comme par exemple au niveau de l'ignorance. On se souvient, ajouter quelque chose de désagréable, là, on travaille en motivation à éviter quelque chose et c'est drôlement nocif pour la relation qu'on veut développer avec l'animal. Ce qu'on veut, c'est une relation qui est positive et l'ajout de correction physique et verbale est complètement à l'encontre de ça. De plus, souvent, lorsqu'on fait ce genre de méthode d'éducation-là, on n'aura pas le bon timing, ce qui veut dire qu'on ne va pas punir au bon moment. Et donc, l'animal est à risque de faire des mauvaises associations. Je donne un exemple. Vous êtes en apprentissage à la propreté. Votre animal fait pipi tout près de vous dans la maison alors que vous voulez qu'il le fasse à l'extérieur et vous le punissez à ce moment-là. Le risque, c'est qu'il associe « je ne fais pas mes besoins en sa présence ». Ça va être difficile de travailler votre apprentissage à la propreté à ce moment-là. Autre point, on n'a souvent pas la bonne fréquence. Lorsqu'on travaille à ce niveau-là, on doit avoir une constance qui est impeccable, ce qui est excessivement difficile. Puis finalement, souvent, l'intensité ne sera pas adaptée. D'une part, on risque d'avoir une intensité qui est trop faible et donc la punition va être perçue comme un jeu. Exemple, votre animal vous mordille. Fait que là, on essaie de l'attraper par le museau pour l'amener à arrêter de mordiller. C'est un peu compliqué. Au moment où on le lâche, il fait un appel au jeu, il nous saute dessus, il part à la course. Clairement, votre intervention n'est pas perçue comme une punition ici. De l'autre côté, on pourrait avoir une intensité qui est beaucoup trop forte. Et là, à ce moment-là, faire peur à votre animal, ce qui n'est vraiment pas l'objectif, puisqu'ce qu'on veut, c'est avoir une belle relation avec lui. Donc, on va vraiment mettre de côté ces méthodes-là et on va plutôt travailler avec des motivations à recevoir des choses positives et avec l'ajout de conséquences agréables au comportement qu'on veut se voir répéter. Maintenant, on va regarder l'environnement physique. On a différents éléments à considérer à ce niveau-là. D'abord, l'adaptation de l'environnement. Par la suite, la supervision constante. Et finalement, l'utilisation de la cage. Pour ce qui est de l'adaptation de l'environnement, le premier point, c'est d'avoir un environnement à toute épreuve. Donc, en adoptant un chiot, vous avez adopté un grand explorateur. Les chiots sont vraiment dans une grande phase au niveau de l'exploration et donc, il faut avoir un environnement qui est adapté à cette phase-là. C'est un peu comme faire un environnement baby-proof si vous avez des enfants en bas âge ou vous en avez eu. Ce qu'on veut, c'est faire un environnement puppy-proof. On veut éviter, en fait, plein de signaux, comportements, conséquences qu'on ne veut pas et donc que l'animal développe des comportements indésirables. Pour ce faire, on va travailler au niveau de l'environnement. Si on parle de l'environnement baby-proof, vous allez couvrir, par exemple, des prises de courant avec des petites plaques en plastique. Vous allez mettre des barrières en haut de l'escalier. Vous allez mettre des barrures au niveau des armoires. Donc, on veut vraiment que l'environnement soit à l'épreuve de l'enfant. Bien, pour le chiot, il faut faire la même chose. Donc, on va éviter l'accès aux éléments qui pourraient être très invitants. Par exemple, la poubelle, le panier à linge sale, les rouleaux de papier de toilette, les chaussures dans le portique d'entrée. Donc,
On va vraiment avoir un environnement qui est très bien rangé, ce qui va être bon pour tout le monde en même temps. Et on va éviter donc que l'animal développe plein de comportements indésirables. On peut utiliser des barrières pour bloquer des accès, fermer simplement les portes. Donc, on adapte l'environnement. Et là, je vous rassure, c'est pour un moment seulement. C'est pas pour toute la vie que vous allez passer avec votre animal. C'est vraiment le temps de développer une bonne communication pour ultimement être capable de diriger l'animal si jamais il s'alignait pour manger des chaussures. Bien, le moment où j'aurai une communication qui est claire, qui est bien établie, ce sera facile de le faire. Mais en date d'aujourd'hui, vaut mieux prévenir, comme on connaît bien la fameuse expression « vaut mieux prévenir que guérir ». Bien, ça s'applique très bien ici. Donc, on gère bien l'environnement et on s'évite bien des pépins. L'autre point, c'est la supervision constante. Donc, ce qu'on veut avec le chiot, parce qu'on se souvient que c'est un grand explorateur, on veut qu'il soit dans la même pièce que nous, et ça en tout temps. L'objectif de ça, en fait, c'est de nous permettre de voir ses comportements, justement, et de pouvoir les diriger adéquatement. On va faire ça parce qu'on ne peut pas tout retirer de l'environnement. Lorsque je vais faire l'adaptation de l'environnement, évidemment, je ne pourrais pas retirer les pattes de chaise, je ne pourrais pas retirer les moulures. Et il y a des chiots qui trouvent que ça goûte très bon des pattes de chaise. Donc, comme je ne peux pas retirer ces choses-là, je vais m'assurer que l'animal soit dans la même pièce que moi, ce qui fait que je vais pouvoir diriger ses comportements facilement. Je pourrais également utiliser la technique du cordon ombilical pour être sûr qu'il me suive justement si je suis en mouvement. Donc, je peux attacher l'animal à moi avec une corde de 4-5 pieds, par exemple, et je m'assure donc qu'il est toujours prêt et je peux donc le superviser adéquatement. Dernier point, et non le moindre, l'utilisation de la cage. La cage pour votre chien doit devenir une zone de repos, de réconfort, de sécurité. Ça pourrait être un enclos, ça pourrait être une zone dans la maison, une pièce, mais la cage, ce qui est commode, en fait, c'est qu'on peut également l'amener un peu ailleurs lorsqu'on va en visite, par exemple, et c'est une zone qui peut vraiment avoir des effets super positifs pour votre éducation. Encore faut-il bien l'introduire, on y vient dans un instant. Pour ce qui est des dimensions, assurez-vous que l'animal soit capable d'être assis, d'être couché sur le côté et de s'étirer complètement et d'être debout de façon aisée, là. Donc, il peut être dans toutes les positions et se retourner de façon confortable. Assurer le confort de l'animal, évidemment. Donc, on place des couvertures, un coussin. On veut que ce soit un petit nid douillet, là, vraiment. L'endroit où placer la cage, ça va dépendre, en fait, de l'animal et de ce que vous voulez. Il y en a qui vont placer la cage très loin et l'animal tolère bien ça, il n'y a pas de problème. Il y en a d'autres que si la cage est très loin, ils se sentent un peu inquiets, donc ils vont vocaliser. À ce moment-là, on peut garder la cage près de nous pour débuter. Et si on le veut, on peut l'éloigner progressivement, tout simplement. Quand est-ce que je vais mettre l'animal dans sa cage? Afin de vous aider avec l'association cage égale zone de repos, je vous invite à utiliser la cage lorsque l'animal fait une sieste, également la nuit. On peut l'utiliser aussi en absence. On y vient dans un instant. Là, ça peut être... en fait, ce qu'on veut, c'est évidemment gérer l'environnement. Et lorsque vous n'êtes pas à la maison, on n'est pas en mesure de faire une bonne supervision. Donc, on va le laisser en cage. Ça va être plus sécuritaire pour lui et pour l'environnement. On peut l'utiliser aussi en présence de visite ou bien en présence d'un stress. Donc, si, exemple, je reçois justement beaucoup de personnes à la maison, quand mon animal est plus ou moins confortable dans ce contexte-là, mais je pourrais le placer dans sa cage, qui est une zone de réconfort pour lui, et je m'assure à ce moment-là qu'il passe un moment qui est agréable. Pour ce qui est justement de l'introduction de la cage, c'est important qu'elle soit faite de façon graduelle et positive et qu'on fasse les deux, graduelle et positive. C'est très important. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais l'attirer avec des gâteries ou des jouets. L'objectif étant, en fait, qu'il rentre de lui-même dans la cage. Je ne veux surtout pas l'y introduire de force. Donc, je le mets dans sa cage, je ferme la porte, on part 8 heures. Tu sais, les premières fois, ça peut être un peu inquiétant. Donc, je vais vraiment l'attirer avec des gâteries. Je ne le force pas à y aller. Je le laisse entrer, sortir à sa guise. Ce que je peux faire, c'est même un petit chemin de gâterie. Tu sais, je fais comme un... Je place des gâteries jusque dans le fond de sa cage. L'animal entre, va chercher des gâteries, l'animal ressort. C'est agréable pour lui. Et quand ça va bien, je peux commencer à fermer la porte en durée progressive. Donc, je vais commencer par fermer la porte quelques secondes seulement. Et quand ça va bien, je peux augmenter cette durée-là. L'autre chose, quand il est à l'intérieur de la cage, c'est là que je vais donner des gâteries. Donc, je ne veux pas donner des gâteries au moment où il ressort de la cage. Ce que je veux, c'est que l'association positive soit avec l'intérieur de la cage. Donc, quand on le met dans la cage, qu'on ferme la porte les premières fois,
glisser des gâteries à travers la cage pour vraiment rendre ce moment-là positif pour lui. Finalement, répéter les exercices plusieurs fois par jour pendant plusieurs jours va vous permettre vraiment d'associer cette zone-là à quelque chose de calme, de réconfortant, de sécuritaire, de positif. Et vous allez pouvoir l'utiliser, comme je vous disais ultimement, pour différents moments pendant les phases d'éducation. En absence, je vous invite à utiliser la cage justement parce que votre animal va être à ce moment-là placé dans une zone qui est sécuritaire pour lui. Ce sera sécuritaire aussi, évidemment, pour votre environnement. Point que je veux mentionner ici, en fait, c'est en votre absence que vous pouvez faire pour l'aider à ce que ce soit un moment qui est agréable. Laissez-lui de la musique douce. Il y a même des listes de lecture là, qui existent là, sur différentes applications, comme par exemple Spotify. Donc, de la musique qui va vraiment avoir un effet apaisant chez votre animal. Laissez-lui une occupation sécuritaire, comme par exemple un cogne qu'on va remplir de nourriture en conserve. On en parle un petit peu plus loin, mais bref, on peut laisser quelque chose à l'animal pour qu'il s'occupe, mais aussi pour associer positivement à votre départ. Par contre, il faut quelque chose qui est sécuritaire. Donc, justement, on en parle un petit peu plus tard du fameux cogne. Et je vous invite à le filmer lorsque vous n'êtes pas à la maison pour vous assurer justement qu'il n'est pas hyper stressé en votre absence. Si c'est le cas, bien, vous nous lâchez un coup de fil puis on va pouvoir regarder ça avec vous. Maintenant, pour ce qui est de son environnement social, on va regarder différents points à ce sujet. D'abord, la socialisation. Par la suite, quoi faire si l'animal présente des signes de peur. La supervision à faire, l'éducation des enfants et finalement, l'utilisation du foulard jaune. Notre premier point, donc, la socialisation. La socialisation va se faire environ entre 8 et 16 semaines d'âge. Pendant cette période-là, ce qu'on veut, en fait, c'est que l'animal vive un maximum d'expériences positives. Donc, le plus d'expériences agréables possible. Donc, on va vouloir l'exposer à différents animaux, à différents sons, à différents humains, donc des adultes, des enfants, des personnes âgées, des personnes en chaise roulante, l'exposer également à différents endroits, des parcs, la voiture, la cage de transport, les endroits achalandés, la forêt, donc vraiment plein d'endroits différents, les manipulations également. Donc, on va vraiment, en fait, le but, c'est qu'il soit exposé à le plus de choses possible. Mais je répète qu'il faut toujours que ces choses-là soient associées à quelque chose de positif. C'est important aussi de faire une exposition qui est progressive. Donc, je vais commencer, exemple, si je veux socialiser mon chien aux autres chiens, si je veux une exposition progressive, bien évidemment, je n'irai pas au parc à chiens le samedi matin alors qu'il y a 25 chiens. Il y a des risques trop élevés que l'animal ait des expériences qui soient négatives. Donc, je vais commencer avec l'exposer à un chien, on va commencer à une certaine distance et je vais m'assurer que l'expérience soit agréable pour mon animal, pour qu'il emmagasine cette expérience-là dans sa tête et qu'à long terme, lorsqu'il sera exposé à nouveau à ces différentes situations-là, pour lui, ce soit quelque chose de connu, de sécurisant, de réconfortant. Je répète ici que la qualité prime grandement sur la quantité. Donc, vaut mieux, à la limite, que l'animal vive moins d'expériences, mais que toutes ces expériences-là soient excessivement positives pour lui. Pour ce faire, on peut justement aller dans des classes qui sont supervisées, qui sont offertes par des gens, des professionnels de ce milieu-là, où on va être capable justement de faire des expositions progressives, des expositions positives et également vous accompagner dans cette socialisation-là. Qu'est-ce que vous faites si l'animal présente des signes de peur lors de vos exercices de socialisation? D'abord et avant tout, encore faut-il les connaître, ces signes de peur-là. C'est important de les connaître pour être en mesure de s'assurer qu'on fait une bonne socialisation. Alors, il y en a plusieurs. Il y a d'abord celui qu'on voit. La première image, l'animal peut se recroqueviller sur lui-même, trembler. Il pourrait lécher son museau, ses babines excessivement. Une fois ou deux, ça va, là, mais s'il va se lécher à répétition, ça peut être un signe de stress. L'allaitement. Allaitement, c'est respirer la bouche ouverte, le respirer très fort. Ensuite, on a les oreilles qui peuvent s'en aller sur le côté, voire même vers l'arrière complètement. Le fait de bouger, donc d'essayer d'éviter les situations ou de faire les 100 pas. De l'hypervigilance également, donc un animal qui est très alerte, qui est très à l'affût. On a les bâillements également, donc le fait de bâiller à répétition, de refuser les gâteries et également de voir le blanc de l'œil. On ne devrait pas voir le blanc de l'œil de l'animal de façon régulière. Donc, si on le voit, ça peut vraiment être un signe de stress. On a également la queue basse.
les pupilles dilatées, l'hypersalivation, la patte avant qui est retenue dans les airs et finalement un corps qui serait très tendu. Donc, on doit les connaître, ces signes-là. Une fois qu'on les connaît, bien, qu'est-ce que je fais si je note ces signes-là? Eh bien, je vais d'abord mettre de la distance. Donc, je vais m'éloigner de l'élément qui a amené l'animal à me démontrer ces signes de stress-là. Je vais m'assurer de faire un retour à l'état de confort, retour au calme. Donc, on prend un petit temps de pause, on s'assure que les signes de stress disparaissent. Et je vais faire une exposition. Une fois que ça c'est fait, je vais pouvoir réexposer mon animal, mais de façon plus graduelle cette fois-ci et bien sûr avec une association qui est positive. Par contre, je pourrais à ce moment-là grimper dans mon budget. Donc, aller chercher quelque chose qui vaut encore plus cher pour mon animal parce que je note que pour lui, c'est quelque chose qui est peut-être un petit peu plus difficile. Assurez-vous de ne jamais forcer l'animal à aller à son rythme. C'est important de le respecter dans tout ça et de prendre soin de rendre les expériences positives en tout temps. Pour ce qui est de la supervision, c'est important en fait de superviser les interactions de votre chien, surtout avec les enfants et les étrangers, pour que vous soyez en mesure justement de noter si l'animal présente des signes de stress. C'est important de le faire et ce, peu importe l'âge de votre animal et sa race. Donc, on veut s'assurer en tout temps de bien superviser les interactions. Et dans le doute, on peut limiter l'accès. On pourrait utiliser la méthode du cordon ombilical ou bien la cage. Je vous parlais un petit peu plus tôt, si vous recevez beaucoup de gens à la maison et que vous remarquez que votre animal est inconfortable, c'est correct de le mettre dans sa cage les moments où on n'est pas disponible pour faire les exercices d'association positive. Vaut mieux qu'il soit dans une zone de confort, là où il est bien, qu'exposé à des situations qui lui font peur. Assurez-vous également de faire une bonne éducation aux enfants, vos enfants, les enfants de votre famille, vos voisins, de votre entourage. Éduquer les enfants par rapport aux signes de peur. C'est important que les enfants connaissent ces signes-là et c'est important aussi, surtout, non seulement qu'ils les observent, mais qu'ils les respectent, ces signaux-là. Donc, il faut justement éduquer les enfants par rapport à ça pour éviter des incidents. On les invite également à ne jamais forcer l'interaction avec un animal et on les éduque à savoir comment initier un contact. C'est important que le contact avec le chien vienne du chien et que ce ne soit pas nous qui force le contact. Donc, comment on fait ça? On va adopter une posture de côté, qui est une posture qui est beaucoup plus invitante pour l'animal qu'en restant debout face à lui. On ne le regarde pas dans les yeux parce que parfois, ça peut être perçu pour une menace pour le chien. Donc, on ne le regarde pas et tout simplement, on reste calme, on se laisse sentir. Et bien évidemment, on peut ajouter des gâteries à cette expérience-là. Finalement, on s'assure de ne pas se pencher sur l'animal et de le serrer au niveau du cou, ce qui peut être drôlement inquiétant pour l'animal. Donc, on s'assure vraiment de ne pas l'envahir vraiment dans son espace et que ce soit un moment qui soit agréable pour lui. On n'oublie pas nos fameuses récompenses lors de nos interactions. Finalement, l'utilisation du foulard jaune, en fait, ce code-là, c'est pour les chiens qui ont besoin d'espace. Que ce soit votre chien ou les chiens de votre entourage, c'est important de connaître ce code-là. Le foulard jaune, en fait, ce que ça veut dire, c'est que l'animal a besoin d'espace pour une raison X, Y, Z de la vie. Ça peut être parce qu'il est en entraînement tout simplement. Par exemple, vous, avec votre chiot, vous marchez dans la rue avec lui, vous pourriez lui faire porter un foulard jaune si, par exemple, vous voulez travailler le fait qu'à la vue des gens, il reste près de vous. Vous savez bien que si des gens viennent pour le flatter, il va sauter, mais vous préférez faire votre entraînement. Ça pourrait être une des raisons pour lesquelles vous pourriez faire porter le foulard jaune à votre animal. Ça peut être également parce que votre animal est craintif face aux étrangers, face aux chiens, donc on veut éviter que les gens rentrent dans sa bulle, ou bien parce qu'il est réactif. Donc, ce code-là signifie gardons un certain périmètre pour que l'animal soit le plus confortable que possible. Maintenant, on va regarder nos grands principes d'éducation. Il y en a plusieurs, il y en a 7 en fait. Donc, on va regarder comment renforcer les bons comportements, établir une communication claire, répondre aux différents besoins d'activité, comment initier de bons comportements, ignorer la recherche d'attention, interrompre et rediriger les comportements indésirables et retirer aux besoins. Donc, notre principe numéro 1, renforcer les bons comportements. Renforcer les bons comportements, en fait, là où je veux vous amener, c'est l'importance de récompenser les comportements que vous demandez à votre animal. Par exemple, vous lui demandez de s'asseoir, de se coucher, de venir. On est en période d'éducation. Donc, c'est important de renforcer toutes ces demandes-là que vous faites lorsque l'animal répond à ces demandes-là.
Mais là où je veux mettre la lumière, en fait, c'est assurez-vous de renforcer les comportements que votre animal vous offre de lui-même. Vous lui avez rien demandé, puis il décide de lui-même d'adopter un beau comportement. C'est important de le marquer puis de le renforcer. Je vous invite donc à être attentif au moment où votre chien est calme dans la maison. Donc, s'il décide d'aller se coucher tranquille sur son coussin, allez renforcer cette belle décision-là. Peut-être que les premières fois, il va trouver ça un peu étrange, il va peut-être même se relever, mais au moment où il va retourner se coucher, renforcez à nouveau. Rapidement, il va comprendre ce pourquoi il est récompensé. Soyez attentif également au moment où il ne réagit pas à quelque chose. Souvent, on a tendance à ne rien faire au moment où, par exemple, il y a un bruit ou quelque chose passe quelqu'un passe devant la fenêtre, l'animal n'a aucune réaction. On ne fait rien à ce moment-là, on devrait renforcer. C'est important de lui dire que la décision qu'il vient de prendre, que le comportement qu'il vient d'adopter, c'est ce qu'on désire. Donc, renforcer ce comportement-là. Soyez également attentif au regard que l'animal vous porte. Surtout en bas âge, les animaux ont tendance à venir chercher une forme de validation. Donc, ils vont venir vous voir renforcer ce contact visuel-là. C'est un peu une façon pour lui de vous demander votre avis. Donc, il ne sait pas trop encore quel comportement adopter dans une situation quelconque. Et là, il vient vous voir pour vous demander « Qu'est-ce que je suis supposé faire? » Bien, tu viens me voir. C'est parfait, c'est ça qu'on veut. Donc, on peut récompenser en fait ça. Et ultimement, on va pouvoir utiliser d'ailleurs ce contact-là que vous avez avec l'animal pour prévenir que l'animal développe des craintes, pour être capable aussi de prévenir des comportements ou bien rediriger des comportements indésirables. Donc, c'est important, s'il vous l'offre de lui-même, de le renforcer. Pour ce faire, évidemment, ça vous demande donc d'être prêt. Et d'être toujours prêt, de ne pas être seulement en mode entraînement à des moments spécifiques de la journée. Donc, de 8h à 8h15, je fais une séance d'entraînement, je pratique des assis, des couchés avec mon chien, j'ai des gâteries, je le récompense. Puis le reste du temps, il ne se passe rien vraiment de spécifique en lien avec ça. Grave erreur. Vous devriez être toujours prêt pour pouvoir renforcer à tout moment les comportements que vous demandez, mais ceux que l'animal offre. Donc, ce que vous pouvez faire en fait, c'est réservez une partie du repas quotidien, gardez-les dans vos poches et à chaque fois que l'animal fait un bon comportement, on peut utiliser sa nourriture pour le renforcer. Donc, on n'en fait pas un animal qui est obèse, justement, parce qu'on s'assure que cette nourriture-là qui lui est offerte dans le cadre de l'entraînement fait partie de sa ration quotidienne. N'oubliez pas le fameux budget de l'animal, par contre. Donc, si l'animal fait un comportement qui est donc extraordinaire, bien là, à ce moment-là, on pourrait grimper dans le budget pour aller renforcer encore plus fort ce comportement-là. Notre principe numéro 2, établir une communication claire. Le premier point en lien avec ce principe-là, c'est la constance. C'est très important avec le chien d'avoir un maximum de constance. Donc, c'est noir ou c'est blanc, il n'y a pas de zone grise et c'est toujours la même chose. Je vous invite donc à définir ce qui est permis et ce qui n'est pas permis pour votre animal. Faites l'exercice en famille. Ça prend un consensus familial, en fait. Donc, est-ce que l'animal a le droit, exemple, de monter sur le divan? La réponse est oui. C'est oui tout le temps avec tout le monde. Donc, c'est pas oui le samedi et non le reste de la semaine ou oui avec madame et non avec monsieur. Donc, ce qu'on veut, c'est de la constance. Donc, on fait la liste en famille et on se tient à cette liste-là de choses permises et non permises. En lien avec ça, je voudrais mettre un petit bémol. Attention à la visite. La visite, c'est les pros pour venir défaire tous ces beaux entraînements sur lesquels vous travaillez si fort. Alors, je vous invite à aller chercher leur collaboration. Expliquez-leur ce sur quoi vous travaillez et demandez-leur, en fait, d'appliquer ces mêmes recommandations-là pour justement accélérer les apprentissages que vous voulez faire avec votre animal. Dernier point en lien avec ça, si jamais vous donnez un privilège à votre animal, mais que ça occasionne une problématique quelconque, à ce moment-là, on va retirer le privilège. Pour vous donner un exemple, si votre animal a le droit d'aller sur le divan, vous avez choisi dans votre liste de choses permises et non permises que l'animal a le droit d'y aller. Par contre, quand vous voulez le déplacer de sur le divan, il grogne. Bien, à partir de ce moment-là, le privilège, on l'enlève et là, on va plutôt passer, exemple, un coussin près du divan et ça va être ta nouvelle zone de repos. Autre point important pour la communication, c'est de développer des outils de communication qui sont
simple. Donc, travailler les demandes de base, assis, couche, viens, reste, fixe, donc regarde-moi, va à ta place. C'est important d'avoir des demandes de base qui sont fonctionnelles pour justement pouvoir diriger les comportements de l'animal au quotidien. Assurez-vous également que ce soit constant, ces demandes-là. Donc, c'est pas assis avec madame, assis-toi avec monsieur. Il faut qu'on utilise le même mot, le même geste. Donc, le maximum de constance également pour ces outils de communication-là. Je vous invite, pour vous donner un petit coup de main par rapport à ces outils de communication-là, d'assister à des classes d'éducation pour vous aider dans l'apprentissage, mais également pour aider votre animal à être capable d'être réceptif à vos demandes et à être concentré sur vous, malgré qu'il soit dans un contexte où il y a d'autres chiens et d'autres gens autour de lui. Parce que oui, on veut un animal qui répond aux assis, aux couches, aux viens dans la maison, mais on veut aussi qu'il soit capable de le faire dans la cour extérieure, en présence de visite, donc pour être capable, en fait, d'appliquer les apprentissages dans des contextes plus difficiles. Les classes d'éducation vont vous donner un très bon coup de main à ce niveau-là. Le dernier outil de communication, et non le moindre dont je veux vous parler, c'est le « assis pour tout ». Le « assis pour tout », en fait, va encore venir répondre à notre besoin de constance. Et ce que c'est le « assis pour tout », en fait, c'est de demander à l'animal de s'asseoir avant de lui offrir tout. Donc, avant d'offrir le bol d'eau, le bol de nourriture, avant de mettre la laisse, de sortir dehors, de monter sur le divan, de le flatter, assis-toi. Le fait de mettre cette règle-là, en fait, ça devient une façon pour l'animal de faire des demandes. Lui, il apprend, lorsque je suis assis, j'obtiens tout ce que je désire. Donc, lorsque je veux demander quelque chose, j'ai simplement à m'asseoir, au lieu de faire d'autres types de comportements comme japper, par exemple, sauter ou gratter. Donc, apprenez-lui rapidement que le assis est payant en tout temps et lui accorde tout ce dont il désire, ce qui va l'amener à initier ce comportement-là dans plein d'autres contextes. Notre principe numéro 3, répondre aux besoins d'activité. Les besoins d'activité sont nombreux. On a des besoins au niveau de l'activité physique, des besoins au niveau de l'activité masticatoire, donc de gruger des choses, et également au niveau de l'activité mentale. Évidemment, tous les chiens n'ont pas les mêmes besoins. Il y a des variabilités individuelles. C'est important de connaître les besoins de son animal, mais surtout de les respecter, donc de répondre à ces besoins-là. C'est primordial, en fait, pour que tout le reste fonctionne au niveau de votre éducation. Si on ne répond pas à ces besoins-là, il y a des chances qu'on ait un animal qui est énergique, moins disponible à l'apprentissage et ça va être un petit peu difficile au quotidien. Donc, assurez-vous de répondre à ces besoins pour avoir un animal qui est équilibré, qui est bien dans sa tête et dans son corps, un animal qui est disponible à l'apprentissage, ce qui va nécessairement avoir un effet très positif sur votre relation. Pour ce qui est de l'activité mentale, la chose dont je veux vous parler, ce sont les stratégies alimentaires. L'activité mentale, en fait, c'est tout ce qui va amener votre animal à travailler de son coco. Donc, on a l'apprentissage des demandes de base. On pourrait apprendre différents tours à l'animal également, faire des jeux, par exemple des jeux de recherche, des jeux de rapport, de la détection d'odeur. Donc, tout ce qui le fait travailler vraiment au niveau mental, c'est super important. Ça fait dépenser beaucoup d'énergie et on a un animal qui est beaucoup plus calme par la suite. L'une des façons pour faire dépenser l'animal au niveau mental, ce sont les stratégies alimentaires. C'est simple, ça ne vous demande pas de temps. Ce que c'est en fait une stratégie alimentaire, c'est un objet dans lequel on va venir placer la nourriture, puis l'animal va devoir travailler pour réussir à atteindre la nourriture. Il y en existe une multitude de sortes sur le marché. Je vous en montre quelques exemples pour vous permettre de bien comprendre ce dont il est question. Par exemple, ici, on a un bol avec différentes sections où on peut cacher de la nourriture, avoir des petites des couvercles par-dessus. L'animal va devoir venir tasser les couvercles pour accéder à sa nourriture. On a ici un cylindre troué où on le remplit de nourriture et en le faisant rouler, les croquettes vont sortir justement par les trous. On a ici un objet qui, on va remplir. Il est amené à faire un mouvement de balancier et par un seul trou, la nourriture va sortir progressivement. Celui-ci, c'est une forme de ballon, en fait, qui va avoir une double cavité. On le remplit et la nourriture va venir se placer dans la double paroi. Donc, l'animal va devoir faire rouler, faire rebondir le ballon pour réussir à ce que la nourriture sorte. Donc, en tout temps, peu importe l'objet, l'objectif, donc, c'est de cacher de la nourriture et que l'animal travaille pour l'extraire. Le dernier dont je vais vous parler, et non le moindre, c'est le cogne dont j'ai parlé un petit peu plus tôt.
Le cogne, qu'est-ce que c'est? C'est un objet en caoutchouc avec une cavité à l'intérieur dans laquelle on peut venir placer de la nourriture en conserve. Si on y place des croquettes, ça sort un petit peu trop rapidement, en fait, et là, on n'obtient pas l'objectif de la stratégie alimentaire. Donc, ce qu'on veut, c'est on vient compacter la nourriture à l'intérieur et l'animal va devoir réussir à travailler avec l'objet pour que cette nourriture se détache progressivement de la paroi. Par rapport aux stratégies alimentaires, l'introduction va être importante. Donc, comment je fais pour être sûr que mon animal ait envie d'utiliser des stratégies alimentaires? Bien, il y a différentes petites astuces. La première, c'est de retirer les bols de nourriture. Attention, il ne fera pas pitié parce qu'on retire ses bols dans la mesure où on lui offre des alternatives. Donc, si on retire les bols de nourriture, mais qu'on lui offre des stratégies alimentaires où il doit travailler pour trouver sa nourriture, au contraire, c'est très positif pour lui. Donc, on retire les bols pour l'inciter à aller vers ces objets-là. On ne le fait pas pour l'animal, donc on ne fait pas rouler le cylindre, par exemple, pour montrer à l'animal comment ça fonctionne. On veut vraiment qu'il le découvre de lui-même. Pour l'aider, on va le remplir au maximum les premières fois. On peut même y ajouter des gâteries qui sont très appétantes, qui sentent fort. Donc, l'animal va être vraiment incité à aller vers cet objet-là. Puis, on peut placer la nourriture tout autour, ce qui fait que l'animal, encore une fois, bien, il va être intéressé à aller vers l'objet. Et on laisse aller l'animal de lui-même pour faire ses découvertes. Dernier point important, c'est les niveaux de difficulté. Certaines stratégies alimentaires offrent des niveaux de difficulté différents, donc c'est important lorsqu'on lui offre les premières fois que le niveau de difficulté soit au plus faible. Par exemple, le fameux cylindre, au début, on peut donner accès à plusieurs trous et progressivement, on peut masquer certains trous, ce qui fait que l'extraction devient plus difficile pour l'animal. Le fameux cogne dont je vous parlais avec la nourriture en conserve, au début, on peut juste mettre la nourriture dans la première cavité. Et quand l'animal est bon, je vais venir compacter la nourriture le plus loin possible, la compacter dans les parois, ce qui fait que ça va être plus difficile pour l'animal. Et quand il est rendu très bon à ce niveau-là, je peux même placer tout ça au congélateur et une fois que c'est bien congelé, je lui offre. Donc là, je double son temps de travail. Ça peut donc l'occuper mentalement aussi pendant certaines occupations, par exemple, que vous avez à faire. Ça peut servir aussi à associer positivement certains éléments comme l'absence dont je parlais un petit peu plus tôt. Et ça lui fait dépenser beaucoup d'énergie. Notre principe numéro 4, initier des bons comportements. Initier des bons comportements, en fait, ce que ça veut dire, c'est amener l'animal à prendre des bonnes décisions. Je vous disais un peu plus tôt que c'est important de renforcer les comportements que l'animal va vous offrir, mais vous avez un travail aussi à faire pour guider l'animal et donc l'amener à prendre ces bonnes décisions-là. Ce qu'on veut, c'est l'amener vers un comportement qui est adapté, qui est approprié, plutôt qu'un comportement indésirable, et ce, avant même qu'il se produise. Donc, en fait, on renforce les bons comportements, mais on est rusé, on amène l'animal à être sûr qu'il va prendre la bonne décision pour être en mesure de le renforcer. Comment on fait justement pour y arriver? Bien, il existe différentes petites astuces pour être capable d'initier facilement les bons comportements. Une des premières astuces, c'est la gestion environnementale. On en a parlé un petit peu plus tôt. Si on a un environnement qui est à toute épreuve, bien, on s'assure qu'on ne passe pas notre temps à courir après le chien qui est en train de manger des rouleaux de papier de toilette ou nos chaussures. Par la suite, on va faire une supervision qui est constante. Encore une fois, je ne suis pas au rez-de-chaussée alors que l'animal est dans le sous-sol en train de faire on ne sait pas trop quoi. Donc, avoir une bonne supervision va permettre d'initier les bons comportements, donc de diriger le besoin d'occupation vers les bonnes choses. Par exemple, justement, si j'ai un animal qui a tendance à détruire dans l'environnement, mais le fait de gérer l'environnement adéquatement et de superviser constamment va éviter qu'il est dans le sous-sol, justement, en train de manger les moulures, alors que moi, je suis en train de faire à souper au rez-de-chaussée. L'autre exemple en lien avec la gestion environnementale, c'est l'apprentissage à la propreté, qui est un très grand sujet en soi. Si votre animal n'est pas propre encore, justement, on a une capsule qui est à part, une capsule conseil sur l'apprentissage à la propreté, où vous trouvez tous les principes pour réussir justement cet apprentissage-là, qui découle du principe d'initier les bons comportements. Donc, suite à la conférence, je vous invite à visionner cette capsule-là pour avoir tous les détails à ce niveau-là. Ensuite de ça, un autre outil pour réussir à initier les bons comportements, c'est la cage. Par exemple, vous vous installez pour souper, vous voulez éviter que l'animal vienne quémander à la table, on le met dans sa cage. Ce que vous allez faire à ce moment-là, c'est de l'initier vers le fait d'être couché calme et de ne pas venir solliciter l'attention ou quémander la nourriture.
Donc là, vous allez créer cette habitude, ce qui fait que, ultimement, plus le temps va passer, dès que vous allez commencer à vous préparer pour aller vous asseoir à table, de lui-même, l'animal va aller dans la cage parce que vous l'avez amené à faire cet apprentissage-là et vous créez ces habitudes. L'autre outil qu'on peut utiliser, c'est la laisse. Par exemple, pour l'arrivée des visiteurs. Si vous le savez qu'à l'arrivée des visiteurs, l'animal va se ruer sur la porte, sauter sur les gens, bien, prévenez-le. Initiez le bon comportement en le gardant en laisse avec vous, ce qui va vous permettre conjointement de renforcer le fait qu'il reste avec vous, donc de récompenser le fait qu'il n'est pas en train de sauter sur la visite. L'autre outil, nos fameuses stratégies alimentaires ou bien une lamelle à gruger. En fait, on peut combiner certains outils, même, je pourrais mettre la stratégie alimentaire dans la cage au moment où je soupe. Donc, les combinaisons aussi sont bonnes. Autre exemple que je peux vous donner ici par rapport à la stratégie alimentaire ou une lamelle à gruger. Vous voulez vous asseoir pour écouter un bon film, vous vous reposez. Vous savez pertinemment qu'à chaque fois que vous vous asseyez sur le divan, c'est là où votre chien, on dirait que il prend un grand niveau d'énergie. Il vient vous voir, il saute sur vous, il vient vous porter ses jouets. Initiez le bon comportement. Donc, avant même de vous asseoir, offrez-lui une occupation et vous allez pouvoir vous asseoir en toute tranquillité. Dernier outil qui peuvent être très utiles, ce sont les outils de marche en laisse, évidemment pour prévenir la traction en marche en laisse pendant tout le temps de l'entraînement. L'entraînement de la marche en laisse, ça peut être assez long, donc si on veut éviter que l'animal apprenne à tirer, on peut utiliser différents outils comme des licous, des harnais. Assurez-vous de choisir les bons modèles, aussi de bien les introduire et de bien les ajuster. Pour ce faire, vous pouvez communiquer avec les techniciennes du réseau GlobalVet qui vont pouvoir vous donner un bon coup de main à ce niveau-là. Notre dernière astuce pour initier les bons comportements, la communication claire. On en a parlé, l'importance de la constance, des demandes de base qui sont fonctionnelles. Donc, si vous mettez ça en place, vous serez en mesure d'initier les bons comportements. Donc, si l'animal, par exemple, entend un bruit, à la place d'aller japper à la fenêtre, si on a des demandes de base qui sont fonctionnelles, on peut l'appeler, lui demander de venir nous voir, de s'asseoir près de nous. Et plus on fait ça, plus on est constant dans ce genre de situation-là, plus l'animal va en venir qu'à développer cette habitude-là et donc à prendre les initiatives de faire les bons comportements. Notre principe numéro 5, ignorer la recherche d'attention. Là, on embarque dans comment gérer les comportements indésirables. Parce que, malheureusement, malgré tout ce que vous allez mettre en place, malgré tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, il y a des risques quand même que l'animal présente des comportements indésirables. Donc, comment on les gère, ces comportements-là? Bien, on a différentes options. D'abord, l'ignorance de la recherche d'attention. Par la suite, on aura notre principe numéro 6 qui est d'interrompre et rediriger les comportements indésirables. Et notre dernier principe qui est de retirer. Donc, d'abord, pour ce qui est de la recherche d'attention, ce qui est très important ici, c'est que l'intention derrière le comportement de l'animal, ce soit avoir votre attention. Donc, on va ignorer le comportement de l'animal si et seulement si son objectif, c'est d'avoir votre attention. Par exemple, si on a un animal qui jappe, bien là, il faut se poser la question. Pourquoi mon chien il jappe? Parce que c'est ça qui va déterminer quelle astuce vous allez prendre pour gérer son comportement. Donc, si votre animal jappe, d'une part en vous regardant et d'une autre part en regardant dehors, bien, le comportement est le même, mais clairement, l'intention n'est pas la même. S'il jappe en vous regardant, son intention, c'est d'avoir votre attention. Toutefois, s'il jappe en regardant dehors, son intention, c'est de réagir à quelque chose. Dans ce contexte-là, si vous l'ignorez, il va pouvoir japper pendant de longues minutes parce que le but, c'est pas qu'on s'occupe de lui. Donc, je répète qu'il faut toujours se poser la question quand l'animal adopte le comportement, quelle est l'intention derrière? L'intention, c'est qu'on s'occupe de lui, alors on va l'ignorer. Deuxième exemple, pour vous permettre de bien comprendre, voler un bas. Donc, mettons votre animal, il vole un bas. D'un côté, il vole, et là, il garde dans le coin, là, il passe devant vous, il vous regarde du coin de l'œil, puis il se tourne en courant. Versus, il prend, il vole, et là, il se trouve une place à l'abri des regards pour le gruger. On s'entend que le comportement de voler le bas initialement est le même, mais l'intention derrière n'est pas la même. Dans le premier cas, l'intention, c'est clairement qu'on s'occupe de lui, qu'on parte à la course. Pour lui, c'est une forme de jeu. Tandis que de l'autre côté, ce qu'il veut, c'est pas qu'on court après lui, il s'en va se cacher pour le manger. Donc, clairement, ce qu'il veut à ce moment-là, c'est occuper son temps. Si on ignore ce comportement-là, il va passer au travers, le fameux bas. Donc, c'est vraiment important de toujours se poser la question, quelle est l'intention derrière le comportement de mon animal?
Si la réponse, c'est qu'on s'occupe de lui, alors on l'ignore. Comment on fait justement pour bien ignorer un chien? Il y a 3 éléments à considérer. On ne le regarde pas, on ne lui parle pas et on ne lui touche pas. Pas un des 3. Même un regard de feu, là, un regard fâché, on l'a regardé, fait qu'on ne l'a pas ignoré. Donc, c'est important vraiment de ne pas faire ni un des 3. Et si besoin, on peut même changer de pièce, on peut marcher, aller plus loin, tourner le dos. Donc, l'important, c'est vraiment demeurer de glace, que l'animal n'obtienne aucune attention de notre part. Point important aussi en lien avec ça, c'est soyez prêts pour l'explosion avant l'abandon. Ce que ça veut dire, ça, c'est qu'au moment où vous allez faire l'ignorance, il va y avoir une augmentation de l'intensité du comportement avant d'avoir une extinction. Donc, il y aura extinction, mais il va y avoir augmentation de l'intensité avant. Donc, soyez patient, résistez, continuez à bien ignorer et ça va finir par s'éteindre. Ça va être pire les premières fois. Ça va être pire si le comportement est présent depuis longtemps, parce que ça fait, c'est pas moi, des semaines qu'il sait que quand il vient en face de vous, il jappe, vous lui parlez ou vous le flattez, bien, si du jour au lendemain, on change notre réponse à son comportement, c'est sûr qu'il va être un peu insistant. Un peu comme si vous arrivez dans une machine distributrice, devant la machine, vous placez $1, vous appuyez sur 7-Up et il n'y a rien qui sort. Ça fait des années que quand vous mettez $1 dans une machine distributrice, puis que vous appuyez sur le bouton, ça sort. Si ça ne sort pas, vous n'allez pas simplement tourner les talons et vous en aller. Ce serait étonnant. Vous allez sans doute appuyer une deuxième fois, peut-être brasser un peu la machine, un petit coup de pied peut-être même, avant de finalement vous en aller. Donc, le chien, c'est la même chose. Il suffit vraiment d'être persistant et ça va finir par s'estomper. Et les mordillements? Bien, les mordillements, ils peuvent être par recherche d'attention. Par contre, ils peuvent aussi être par besoin de gruger. Parce que les chiens, on se souvient qu'ils ont un besoin d'activité masticatoire, mais chez le chiot, on a également un besoin de gruger relié à la transition dentaire. Les chiots vont perdre leurs dents de bébé et les dents d'adultes vont pousser. Donc, c'est certain que ça vient picoter là, dans les gencives. Donc, à ce moment, les chiots vont avoir besoin de mordiller. Alors, oui, si le but du mordillement, c'est qu'on s'occupe de lui, à ce moment-là, on va l'ignorer. Mais on comprend que ça peut être difficile. Dans un premier temps, ce que vous allez donc faire, c'est vous lever, cesser l'interaction. À la seconde où la dent touche la peau, on disparaît, il n'y a plus d'interaction, on se lève, on s'en va, c'est super important. Et évidemment, on a d'autres options, donc on va pouvoir combiner également avec d'autres principes au niveau de l'éducation. Ce qui m'amène au principe numéro 6, interrompre et rediriger. Ce principe-là, en fait, on va l'utiliser pour les comportements indésirables que l'animal va adopter, qui sont secondaires à l'ennui, donc qu'il se cherche une occupation, à la réactivité, donc il réagit à certaines choses dans son environnement, ou bien aux comportements qui sont par recherche d'attention, mais qui vont occasionner justement des blessures, des bris, ou même qui pourraient être dangereux pour lui. Comment on fait pour interrompre et rediriger? Bien d'abord, il faut interrompre. Pour interrompre, on peut utiliser un son. Donc, on va appeler l'animal par son nom, par exemple, ou bien on peut siffler. Par contre, évidemment, l'animal doit répondre à son nom. Donc, on doit avoir une éducation de base qui est déjà faite à ce niveau-là. Si ce n'est pas fait ou si l'animal ne répond pas au moment où on l'appelle, on peut à ce moment-là l'interrompre en le touchant, en allant le toucher doucement. Par la suite, on va rediriger l'animal. Donc, on va lui faire une demande. Si on a des demandes qui sont fonctionnelles, donc on pourrait demander à l'animal d'aller à sa place, de venir nous voir, nous regarder, lui demander d'aller chercher quelque chose, donc une autre occupation. Si toutefois ces demandes-là ne sont pas encore fonctionnelles, bien à ce moment-là, on va pouvoir le diriger physiquement vers un autre comportement. Par exemple, l'amener sur son coussin, l'éloigner de l'élément qui le fait réagir, lui donner une occupation, si c'est ce qu'il cherchait au moment de son comportement indésirable. Donc, on comprend que on va être capable d'utiliser des demandes fonctionnelles éventuellement. Donc, de là, l'importance de travailler cette communication-là pour travailler justement des comportements qui sont plus difficiles. Bémol ici, ce qui est important aussi à se souvenir, c'est l'importance de d'abord interrompre le comportement. Je m'explique. Si votre animal, exemple, aboie à la fenêtre parce qu'il réagit à quelque chose et qu'à ce moment-là, on va lui placer des gâteries sous le nez et on l'amène sur son coussin.
bien là, ça se peut que l'association qu'il fasse ne soit pas vraiment la bonne. On veut d'abord interrompre le comportement que l'animal est en train de faire avant de pouvoir le diriger vers le bon comportement. Notre dernier principe, retirer. Donc, on va pouvoir retirer l'animal pour les comportements où l'ignorance et la redirection ne fonctionnent pas. Donc, si vous avez tout essayé, à ce moment-là, le fait de retirer l'animal, qu'il n'ait plus accès à vous, peut être une façon de lui permettre de revenir au calme. Ce qui est important, par contre, c'est, avant de faire ce principe-là, c'est que vous ayez d'abord une association positive qui a été faite avec la zone de retrait que vous utilisez. Donc, si, exemple, pour les retraits, vous voulez utiliser la cage, ce qui est correct, bien, vous devez d'abord et avant tout avoir une introduction qui a été faite de façon positive et graduelle et que la cage soit, à ce jour, synonyme de calme et de réconfort. Lorsque cette association-là est faite, je peux faire un retrait dans la zone de calme qui va permettre à l'animal de retrouver justement cet état de calme-là dans un environnement qui est significatif pour lui. Ce qui est important à ce niveau-là, justement, c'est de faire le retrait en silence et en douceur. Donc, si on met l'animal dans sa cage qui est synonyme de calme et réconfort, mais qu'on le gronde très fort avant, on le prend, on le met dans sa cage, on ferme la porte très fort. Là, je suis en train de défaire tout mon beau travail d'association positive. Et là, je travaille en correction aussi. Donc, c'est pas ce qu'on veut. Donc, ce qu'on veut, c'est simplement de permettre à l'animal d'aller dans une zone qui va lui permettre de retrouver un état de calme, sans plus. Donc, on va le prendre doucement, on va le mettre dans sa cage, on va fermer la porte, on ne dit rien. C'est pas plus compliqué que ça. Combien de temps je vais attendre avant de sortir mon animal de la cage? Bien, ça va être jusqu'à temps que l'animal soit calme. Donc, si ça prend quelques secondes, l'animal est couché, il est revenu au calme, on peut le ressortir. Si ça prend quelques minutes, ce qui risque d'arriver les premières fois, on attend quelques minutes et on peut le sortir. Soit dit en passant, la zone de retrait peut être près de vous, il n'y a pas de problème. Il faut simplement pas le regarder, pas lui parler, pas lui toucher pendant qu'il est dans sa zone de retrait. Et au moment où on décide de finir le retrait, on ouvre la porte en silence et on laisse l'animal sortir. On n'associe pas de gâterie à ce moment-là, la récompense en soi étant de revenir parmi vous. Donc, ce qu'on veut avec cette méthode-là, je répète, c'est vraiment de permettre à l'animal de se retirer dans une zone qui est réconfortante et apaisante pour lui, pour pouvoir par la suite revenir parmi vous dans un état d'esprit qui est beaucoup plus adéquat. Pour conclure maintenant, je vous rappelle que vous pouvez visiter notre site web pour avoir encore plus de contenu sur le comportement. Vous avez la section comportement, des articles de blog. Vous allez pouvoir également trouver beaucoup de contenu sur d'autres sujets, par exemple les soins, la nutrition. Donc, visitez notre site web, ça devrait vous donner un bon coup de main. De plus, n'hésitez pas à nous appeler si vous avez des questions suite à la conférence, suite à vos lectures, mais également dans les prochaines semaines, lorsque vous allez appliquer les recommandations qu'on a regardées aujourd'hui. Si vous avez de la difficulté à y arriver, lâchez-nous un coup de fil. On est là, on est disponible. Ce qu'on veut, c'est vraiment vous accompagner dans le développement de cette belle relation avec votre animal. Je vous invite aussi à nous suivre sur Facebook et sur Instagram, où on partage du contenu très régulièrement. On va également faire des concours, vous aviser des différentes activités qui ont lieu. Donc, suivez-nous sur Facebook et Instagram pour être à l'affût de ce qui se passe chez Global Vet.